C'est le rendez-vous cyber de Smartech. On va commenter l'actu aujourd'hui avec Christian Davio. Bonjour, bienvenue. Vous êtes senior advisor au CyberCercle, président fondateur du cabinet de conseil Cdstrat. Vous avez été pendant 10 ans conseiller spécial auprès du directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À côté de vous, Benoît Gruneval. Bonjour Benoît. Bonjour. Directeur des affaires publiques chez E7, entreprise européenne de la cybersécurité. Vous accompagnez depuis une vingtaine d'années les particuliers, les entreprises et les États aussi sur ces enjeux cyber. Alors, je voulais vous faire commenter déjà ce happy end sur le chiffrement, puisque finalement, l'Assemblée nationale n'a pas voté cet article 8 ter qui posait problème visiblement à l'ensemble de l'écosystème cyber. Si j'ai en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue, qui était dans la loi contre le narcotrafic et qui prévoyait de permettre aux services de renseignement d'accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui transitent sur les messageries, proposant un chiffrage dit de bout en bout des communications. Donc, autrement dit, installer des portes dérobées. Comment est-ce que vous avez suivi cette histoire, Christian ? Je l'ai suivi avec une certaine dramaturgie. D'abord, c'est qu'une victoire... temporaire, puisque régulièrement, le ministère de l'Intérieur revient sur ce sujet-là, année après année, ministre après ministre. C'est vrai. Mais on avait l'impression que là, c'était fini et paf, c'est revenu. Non, ça reviendra. Les services régulièrement enfument leur ministre et lui font prendre des positions qui à la fois ridiculisent le ministre et finissent comme vient de finir cette triste histoire. Enfumer, le terme est fort quand même. Il a été repris, mais je l'assume, et il a été utilisé par une députée en séance lors des débats à l'Assemblée. Mais pourquoi vous dites ça ? Expliquez-nous alors. Il est où l'enfumage ? Il est dans le... D'abord, les services n'ont pas donné au ministre le vocabulaire ad hoc. On continue à parler de cryptage de données, on a parlé de chiffrage, ce qui est une hérésie, on parle évidemment de chiffrement, voilà, etc. Premier point. Deuxième point, on a donné au ministre 2 exemples d'applications, celui d'Apple et celui du Online Safety Bill anglais, qui ont été abandonnés à la fois par Apple et par les Anglais. Qui remontait à 2016, si je ne me trompe pas. 21 et 23, l'abandon en tout cas. L'abandon, oui, mais l'idée de départ... Oui, absolument. Ouais. Voilà. Donc on a mis le ministre en difficulté. Et puis on lui a fait croire que techniquement, c'était faisable, avec cette idée absurde de dire il y a un chiffrement de bout en bout, on n'y touche pas, mais on va passer par un point C, un interlocuteur C, ce qui est une aberration d'un point de vue chiffrement, etc. Donc on a vendu, sans doute avec beaucoup de conviction, mais une technique, une solution inefficace, au point qu'on a fait dire au ministre que ce serait une fonctionnalité supplémentaire à ajouter. Et pour ça, on a pris une fonctionnalité de WhatsApp qui est de signaler un message inconvenant. Voilà. Ce qui est complètement aberrant dans une conversation chiffrée, voilà, etc. Benoît, comment vous avez suivi cette affaire ? Vous vous êtes dit, là, on a encore raté l'éducation, la pédagogie auprès de nos politiques ? Oui, certainement. Et pour faire beaucoup de pédagogie, je pense qu'il faut encore remettre un niveau de pédagogie supplémentaire. Et puis moi, je me suis aussi mis du côté des utilisateurs. C'est-à-dire que celui à qui, on va dire, maintenant signale WhatsApp, ou tous ceux qui ne souhaitent pas se conformer à cela, vont se retrouver sur des stores alternatifs. C'est la porte grande ouverte à ce qu'il y ait des arnaques, à ce qu'il y ait également des versions qui soient modifiées. On a vu assez récemment des différentes versions, notamment des fausses versions de Telegram, des fausses versions de WhatsApp, des fausses versions de Signal. Signal étant en open source, en plus, on peut assez facilement en créer des nouvelles. Et ces versions-là amenaient les utilisateurs lorsqu'ils s'inscrivaient, à ajouter dans leur conversation finalement ce que la loi narcotrafic voulait, mais pour des tiers qui, eux, étaient bien plus malveillants que les faits escomptés. Alors pour autant, ça repose quand même la question de quelles armes on donne aux services de renseignement. Mais le ministre l'a dit également, il y a une technique plus intrusive qui est de piéger les équipements. Ça marche très bien, continuons. Voilà, faisons plus de piégeage d'équipements. Moi, ça me va bien, s'il y a le juge, etc., ou la CNCTR. Si on est dans le cadre d'une enquête. Exactement, oui, tout à fait. Donc, utilisons cette technique qui fonctionne, qui est limitée ponctuellement, qui n'ouvre pas la porte à tout un tas d'espions ou de hackers, et voilà, c'est très bien.
Il y a les outils, ils existent. Ouais. Et leur donner les moyens également, pourquoi pas, de créer des faux terminaux, ou en tout cas des vrais terminaux sécurisés, mais sécurisés par les forces de l'ordre. Il y a déjà un certain nombre de criminels qui se sont fait piéger par ces techniques. On pense à EncroChat notamment. Ça demande des moyens, mais ça fonctionne. Oui, mais moi j'ai même entendu les messageries dire mais nous on est prêts à travailler en fait avec les services de renseignement pour trouver des solutions ensemble. Parce qu'on a entendu aussi oh là là, c'est le lobby des messageries qui est en action contre ce texte. On est même allé assez loin puisque Olivier Marleix a parlé de corruption. Il n'a pas employé le terme, mais il a dit qu'il consulterait les financements des élus auprès de la haute autorité qui gère ces sujets-là. Donc lui a parlé de corruption en fait, sans donner le mot. Ouais. Donc on est allé très loin. Non, il ne s'agit pas de ça. Les messageries ont dit, c'était le cas pour Olville, c'était le cas pour Signal, WhatsApp, j'ai pas vu, mais qu'elles ne fourniraient plus leurs services en France et en tout cas qu'elles ne toucheraient pas à leur chiffrement. Et c'est un premier d'ailleurs signal, sans faire de jeu de mots, qu'avait donné Apple en Angleterre, en décidant justement de retirer la fonctionnalité de protection. Alors, il y a une autre façon, en fait, d'obtenir des renseignements, c'est de mettre une tierce personne dans la conversation. Je fais référence, évidemment, au Signalgate, enfin, à l'affaire aux États-Unis, où un journaliste de The Atlantic, le rédacteur en chef, en l'occurrence, s'est retrouvé intégré dans une conversation où l'on préparait l'opération militaire américaine contre les Houthis au Yémen. Donc, Jeffrey Goldberg a raconté toute cette histoire de manière assez transparente. Au début, il a pensé qu'il était victime d'un fake, peut-être même d'un piège, de désinformation. Il s'avère que non, tout était bien vrai. Comment est-ce possible ça aujourd'hui déjà ? Et je voulais vous interroger aussi sur l'utilisation pertinente ou non d'une messagerie comme Signal, qui est une messagerie donc ultra sécurisée. Mais est-ce que c'est pertinent de l'utiliser ? Est-ce que c'est dangereux de l'utiliser quand on est à ce niveau décisif de l'État ? D'expérience, pardon. Ce qui est frappant, c'est que quand un élu arrive au gouvernement, la première chose qu'il veut éviter, c'est d'être espionné par les services de ses administrations. Bon. Donc, je ne suis pas très étonné que dans l'entourage d'un président, on fasse appel à Signal, qui est un open source, ça veut dire qu'on peut faire confiance dans l'open source au passage, et donc d'utiliser cette technique-là, cette messagerie-là, qui est très sécurisée, pour... voilà. Alors après, il y a des... Plutôt que d'utiliser les services qu'on nous donne... Oui, parce qu'on imagine que probablement ils sont écoutés par les services, et on n'a pas forcément envie que qu'une fuite passe, voilà, etc. D'accord. Donc ça peut être une manière de contrer d'éventuels espions internes que de passer par un logiciel tiers. Donc ça, vous dites, pourquoi pas finalement, Benoît ? Oui, ou tout simplement d'utiliser des messageries dans lesquelles on a confiance, comme des outils comme Chap, par exemple. Moi, je ne vois pas le GIGN monter une opération et alors Chap, c'est la messagerie qui a été open source aussi d'ailleurs, qui a été conçue pour l'État, pour les services. Tout à fait. Et il y a un élément important sur Chap et d'autres, c'est qu'elle repose sur un annuaire. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas joindre Chap déjà sans être autorisé. On n'aurait pas pu inviter Jeffrey Goldberg dans la conversation. Alors, sauf s'il était sur Chap ou sur une messagerie de ce type-là, mais déjà approuvé. Donc, et puis ensuite, il y a un vrai problème d'utilisation pro et perso, une différenciation. On a même plusieurs niveaux, normalement, d'équipements qui devraient être utilisés en fonction de vos discussions secret défense ou des discussions avec les journalistes, des terminaux différents. Enfin, une certaine hygiène, je dirais, basique à appliquer et qui fait que ce type de manipulation ne devrait pas arriver. Oui, et en fait, c'est quoi ? C'est parce qu'on veut aller vite et qu'on veut faire simple que ce genre de choses arrive. En France, ce serait... Enfin, vous imaginez que ce serait possible, ça ? Mais en France, ça se passe tous les jours, non ? Ah oui. Enfin, on a su au début du quinquennat de Macron que la sphère utilisait WhatsApp, par exemple. Voilà, alors qu'il existait des solutions. Oui, c'est vrai qu'on a vu des ministres même se faire piéger sur Signal. Voilà. Avec usurpation d'identité. Alors il y a Chap, il y a Olvide maintenant qui est largement utilisé, c'est très bien parce que c'est souverain, mais on a vu les déviances de ce côté-là. Ça, voilà. Et encore une fois, je pense que de la part des gens du gouvernement ou des hauts fonctionnaires, c'est la peur d'être écouté par ses propres services, qui est quand même absolument aberrant, quoi. Bon, allez, troisième actu que je voulais vous faire commenter, c'est la nouvelle présidence au campus cyber. Donc c'est Geoffrey Célestin Urbain qui a été choisi. Au bout du compte, il était chef du service de l'information stratégique et de la sécurité à Bercy. En fait, il était chargé finalement de l'intelligence économique, de la protection des actifs, de la question de la souveraineté. Comment est-ce que vous percevez l'arrivée de ce profil
qu'on a reçu, nous, dans Smart Tech. On a fait une grande interview avec Geoffrey. Comment vous percevez ce profil spécifique qui ne vient pas du tout de la cybersécurité, qui n'est pas un profil non plus politique? Moi, déjà, je le félicite et puis je lui souhaite de réussir parce s'il réussit, il réussit pour la filière, pour notre cybersécurité. Donc, c'est un bon élément. Et puis, pour avoir animé notamment une série de tables rondes pour une journée qui s'appelle SecNumEco, organisée par l'ANSSI et la CCI, le matin, c'était très technique, entre guillemets, cybersécurité, et l'après-midi, c'était protection de l'entreprise sous l'angle économique. Force est de constater que si on arrive à faire sortir la cybersécurité de son domaine technique et qu'on l'emmène beaucoup plus auprès des décideurs sous un format économique et qu'on leur dit, grâce à ça, on va vous permettre d'être plus performant, de vous protéger contre les ingérences extérieures et ou toute autre attaque économique, eh bien, on aura certainement fait gagner et fait sortir justement cette cybersécurité d'un discours peut-être trop technique vers un discours plus général. Donc, il faut décloisonner. Ça, pour vous, c'est vraiment le job premier que devra réussir Geoffrey Célestin-Urbain. On parle aussi, on va se dire, c'est une reprise en main de l'État finalement sur la politique cyber. Ouais, moi, je suis assez sceptique, à vrai dire. Sur ce que je viens de dire ou... Non, sur la nomination ou le choix. On avait Michel Van der Berg, qui est un entrepreneur à succès, qui a réussi sans problème, qui a réussi à monter... d'Orange Cyberdéfense, oui. Et bien avant, il avait lui-même monté... Voilà. Et donc, quelqu'un qui a réussi à mettre sur pied ce cybercampus, malgré l'État, malgré les entreprises, d'une certaine manière. Hein. Il a joué contre et il a réussi. Peut-être avec des petits excès de temps en temps sur les coûts, mais peu importe, ça a fonctionné. Là, on a affaire à un haut fonctionnaire qui ne connaît pas l'entreprise, qui n'a jamais travaillé en entreprise. On a vu que des entreprises françaises sont passées à l'étranger sans que le CICE ait pu intervenir en quoi que ce soit. Donc, attendons de voir. Le service qu'il dirigeait. Oui, ouais. Donc attendons de voir. On verra, mais je suis un peu perplexe sur la nomination et le profil qui a été choisi pour reprendre le relais de Michel Van der Berg. Vous avez commencé à donner des pistes, Benoît, sur de quoi on a besoin, quelle stratégie pour le campus cyber, parce que bon, on a dit que c'était un grand hub, qu'on allait justement mettre la recherche à côté de l'entreprise, à côté des administrations pour que tout cela travaille ensemble. On voit que c'est pas si simple. Il a peut-être manqué des grands projets aussi autour desquels le campus pouvait travailler. Certainement. Maintenant, le campus est un lieu totem. Il y a bien entendu le campus parisien, mais il y a aussi le réseau des campus qui se trouve en France, les réseaux des CCIRT. Il y a certainement un écosystème à faire fonctionner, sans oublier cybermalveillance également et l'ANSSI dans cet écosystème-là. Donc pour moi, l'enjeu du campus cyber, il est au-delà de simplement de faire travailler cette plaque parisienne pour aller plus loin. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de mettre les gens les uns à côté des autres pour que ça fonctionne. Parce qu'on a dit oui, c'était un projet immobilier. Oui, mais ce n'est pas de la faute de Michel Van der Berg en l'occurrence. À l'origine... Alors sans parler des directions, hein, je parle vraiment mais c'est important. Fond, comment on travaille. À l'origine, le projet initial, c'était de mettre un CERT et que l'ANSSI y mette des opérationnels de la cybersécurité. Ce n'est pas ce que l'ANSSI a choisi et finalement, il n'y a pas eu de CERT à cet endroit-là, qui aurait été un vrai catalyseur pour les entreprises. Donc il y a une erreur, une faute de l'État et de l'ANSSI en l'occurrence dans ce domaine-là, pour des raisons qui sont tout à fait explicables par ailleurs. Voilà. Donc pour le campus, c'est ça. Mais le sujet est bien plus vaste. Il faudrait déjà qu'on ait un ministre du numérique. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ministre du numérique, on en a. Ah oui ? Ah bah oui, on a Clara Chapaz. Oui, elle n'est pas ministre du numérique, elle est, elle est ministre déléguée et elle est à Bercy. Comment peut-on faire une politique du numérique interministérielle quand on est coincé à Bercy dans avec un décret d'attribution qui est creux ? Il n'y a rien dans son décret d'attribution. Donc elle n'a aucun pouvoir. Et d'ailleurs, quand vous la voyez défendre les amendements ou en séance, on voit bien qu'elle lit son papier, elle n'a pas eu les services qui ont travaillé avec elle pour qu'elle puisse simplement expliquer les sujets. Oui, donc on a un vrai problème. Justement, vous revenez sur l'histoire du chiffrement. Peu importe. À part en intelligence artificielle, qu'elle domine parfaitement, pour le reste, c'est plus compliqué. Mais si déjà on avait quelqu'un en charge vraiment, une volonté politique et une vision... ou de la cybersécurité, parce qu'on a envisagé ça aussi. Hein. Les deux. On pourrait très bien avoir, par exemple, un haut-commissaire à la cybersécurité, qui est la permanence dans le temps, et un ministre du numérique qui propose une vision. Là, on n'a pas de stratégie en numérique et on n'en a pas non plus en cybersécurité. Il y en a une qui dort dans les tiroirs depuis mai dernier, peut-être qu'elle sortira un jour, mais aujourd'hui, on n'en a pas en fait. On manque aujourd'hui d'une vision politique sur la cybersécurité. Vous partagez ce point de vue, Benoît ?
Oui, je partage ce point de vue et ça se ressent aussi sur le terrain. On a un certain nombre d'entreprises qui voient arriver par exemple Nice 2 et entreprises ou administrations, et qui se demandent comment elles vont financer cette nouvelle directive nécessaire pour augmenter leur cybersécurité. On a l'ANSSI qui est aux commandes sur Nice 2. L'ANSSI qui va délivrer des budgets ? Ah, peut-être pas délivrer les budgets. Effectivement, il y a une partie technique, effectivement, encore, qui est très forte, mais une partie peut-être opérationnelle et financière, qui va certainement poser problème à un grand nombre d'entités qui vont se retrouver face à Nice 2. Et le campus cyber là-dedans, il a un rôle à jouer particulier ? Parce que les campus cyber au niveau... Les campus, oui, tout à fait. Oui, plus que les CISRT, qui ne sont pas des CISRT en fait. Mais les campus cyber, oui, sans doute. Et c'est d'ailleurs un sujet, c'est que va-t-on faire pour la proximité ? L'ANSSI est très performante, c'est une administration centrale. C'est un service à compétence nationale, mais une administration centrale. Comment fait-on sur le terrain ? Les PME, PMI, dans les 15 000 qui seront concernés par un NIS 2, DORA ou REC, comment vont-elles faire pour gérer au quotidien leur cybersécurité? C'est ça le problème. L'ANSSI ne se préoccupe pas de ça, en fait. Donc l'enjeu, vous dites, c'est les campus en région, en fait. Oui, voilà, plutôt. Au plus près du terrain. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur cette actu cyber. C'était notre grand rendez-vous avec Christian Davio, qui était avec nous aujourd'hui, président fondateur de Cdstrat, et Benoît Grunewald des affaires publiques chez EZ. À suivre, on a un rendez-vous avec le droit de la donnée. On va parler des actions de groupe.